Élections américaines, deuxième épisode, primaire dans le New Hampshire. Après le caucus dans l'Iowa, première étape de la longue route vers la présidence, voici venu le temps de la primaire dans le New Hampshire le 9 février. Ce deuxième épisode va être l'occasion tout d'abord de voir comment est organisée la primaire dans le New Hampshire et de revenir sur ce que nous a appris l'Iowa, essentiellement le bouleversement de la hiérarchie du côté républicain. Ensuite, et c'est sans doute le plus intéressant, j'aimerais revenir sur les points significatifs, les enseignements qui peuvent sortir de cette primaire, au-delà de la donnée brute que constitue le vainqueur dans chaque camp, qui est déjà connu a priori. Le New Hampshire, contrairement à l'Iowa, organise une véritable primaire. C'est-à-dire que tout simplement, les électeurs vont se rendre dans un bureau de vote et voter pour le candidat de leur choix, sans avoir à passer par des étapes intermédiaires ou par une phase de discussion. Comme l'Iowa, le New Hampshire est un tout petit État, 1,3 million d'habitants, c'est-à-dire sensiblement l'agglomération bordelaise ou toulousaine. Mais c'est aussi un État de la côte Est, une des 13 colonies d'origine des États-Unis, et puis c'est un État très démocrate, et aussi très blanc. Comme il s'agit de la toute première primaire de la campagne, par opposition à un caucus, on a coutume de dire qu'il s'agit d'un assez bon prédicteur. On peut regarder les résultats passés et se rendre compte qu'effectivement l'Iowa produit souvent des candidats atypiques, alors que le New Hampshire désigne des candidats plausibles. Ainsi, en 2008, la dernière élection dans laquelle il y avait des primaires du côté démocrate et du côté républicain, c'est bien le futur candidat, John McCain, qui était arrivé en tête devant son rival Mitt Romney. En revanche, du côté démocrate, Hillary Clinton l'avait emporté devant Barack Obama, alors qu'on sait qu'elle allait finir par perdre les primaires dans leur ensemble. Évidemment, cette primaire dans le New Hampshire arrive après l'Iowa. Alors dans l'Iowa, nous avons finalement vu une chose, c'est du côté républicain. Nous avons vu Ted Cruz l'emporter à la surprise générale, pas vraiment, devant Donald Trump, mais l'emporter de 3 points, ce qui est significatif. Et surtout, Marco Rubio est arrivé en 3e place, mais 1 point seulement derrière Donald Trump. Donc ce qui devait être un duo de tête et un 3e distant ressemble en réalité à un trio de candidats qui ont toutes leurs chances. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement la trajectoire. Trump à 24%, c'est un excellent résultat, mais c'est un résultat qui est en deçà des attentes. Cruz est à peu près là où on l'attendait. Et surtout, Rubio est en train de monter de manière assez prononcée. La question est donc maintenant de savoir quand les courbes vont se croiser et si elles vont se croiser. Est-ce que Marco Rubio peut remplacer Trump comme 2e candidat? Et si c'est le cas, est-ce qu'il va pouvoir rallier l'ensemble du parti? Nous avons donc une grille de lecture qui nous dit ce qu'il va falloir surveiller dans le New Hampshire. Côté démocrate, on s'intéressera à la suite de la fausse surprise qu'a constitué l'excellente prestation de Bernie Sanders dans l'Iowa. Selon toute vraisemblance, il va gagner dans le New Hampshire. Mais Hillary Clinton, qui a poussé un soupir de soulagement au soir du caucus dans l'Iowa, n'a pas encore de raison de s'en inquiéter sur le long terme. Et puis, une campagne longue, c'est la garantie pour les démocrates d'exister sur le plan médiatique et de ne pas tout laisser aux républicains. C'est donc peut-être un avantage décisif dans la course à l'élection présidentielle proprement dite en novembre. Côté républicain, l'ordre du trio de tête devrait être bouleversé. En particulier, Ted Cruz, qui ne bénéficiera pas de l'appui des groupes religieux, devrait figurer nettement plus bas que dans l'Iowa. On l'attend à 15% sensiblement. De même d'ailleurs pour Marco Rubio. Trump, selon les sondages, fait la course en tête avec près de 30%. Là encore, ce qui importe, ce sera donc moins le résultat brut, la victoire très probable de Trump, que la courbe qui se dessine. Rubio est-il toujours en train de monter? Va-t-il confirmer ce qu'il a promis avec son bon résultat dans l'Iowa? À l'autre bout, se pose la question pour un certain nombre de candidats de la suite de leur campagne. Ron Paul, 5e dans l'Iowa, a déjà déclaré forfait. Jeb Bush, 2,8%, John Kasich, 1,86%, Chris Christie, 1,76%, et Rick Santorum, qui a déclaré forfait. Pour Bush, Kasich et Christie, la question est de savoir combien de temps ils vont pouvoir continuer à faire campagne en ayant des scores aussi faibles. On les donne tous aux alentours de 10% dans le New Hampshire. Celui qui sera au-dessus aura peut-être un peu d'élan pour la suite. Ceux qui seront en dessous ne continueront certainement pas très longtemps leur campagne.
Une fois cette étape passée, donc le 9 février, les prochaines primaires auront lieu dans le Nevada le 20 février pour les démocrates et en Caroline du Sud pour les républicains. Puis les républicains iront à leur tour dans le Nevada le 23 février. Et enfin le 27 février, ce sera la Caroline du Sud pour les démocrates. Ensuite, ce sera le fameux Super Tuesday dans lequel de nombreux États voteront simultanément, particulièrement dans le Sud. Ce Super Tuesday qui devrait permettre de clarifier les choses pour cette campagne des primaires.